Délibération suivante, donc délibération, je vais dire, assez attendue, puisqu'elle concerne la mise en application donc, des rythmes scolaires. Il ne s'agit pas de se prononcer sur le fond de la réforme, je crois que tout le monde est convaincu et les chronobiologistes sont convaincus qu'il faut modifier donc, les rythmes scolaires des jeunes enfants. Ce projet, il faut le rappeler aussi, s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global de refondation de l'école. Le Parlement, d'ailleurs, a voté déjà un certain nombre d'éléments. L'école fait partie des priorités de la nation, tout le monde en est convaincu. Nous allons donc nous prononcer sur la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires. Donc je laisse la parole à Daniel Joanne. Absolument. Cette délibération arrive à l'issue d'un travail de plusieurs mois des services municipaux et notamment depuis janvier, puisque cette réforme a été mise en forme à partir d'un décret du 24 janvier 2013. Donc il vous est rappelé quelques éléments sur l'organisation de la semaine scolaire, qu'on appelle la semaine de 4 jours et demi. Avec un certain nombre de choses que je crois qu'il faut rappeler dans le cadre de ces délibérations. Donc les 24 heures d'enseignement qui sont préservées, mais cette fois-ci sur 9 demi-journées au lieu de 8 demi-journées. Il faut rappeler que la France était le seul pays de l'OCDE à avoir maintenu un rythme de travail pour les enfants de 4 jours par semaine. Tous les autres pays sont à 5 jours, voire 5 jours et demi. Et donc nous étions le pays nous sommes le pays pour qui les enfants travaillent un grand nombre d'heures, parmi le plus grand nombre d'heures des pays de l'OCDE, sur le minimum de jours, quoi. Donc ces heures seront réparties donc, les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi matin avec un certain nombre de contraintes, à savoir 5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour la demi-journée. Une pause méridienne qui ne pourra pas être inférieure à 1h30. Il est rappelé ensuite dans cette délibération le rôle du directeur académique des services de l'éducation nationale qui, in fine, est le décideur, qui est le décideur sur les rythmes scolaires, après avoir reçu, bien entendu, l'avis des communes et des conseils d'école. Il est précisé également la liberté de tarification de ces activités périscolaires. Il est précisé également que le règlement type départemental, donc d'une durée de 3 ans, sera établi en lien avec le DAZEN. Donc, tous les 3 ans, les communes seront appelées à revoir éventuellement leur copie. En sus de ces activités scolaires de 24 heures, il est demandé aux enseignants d'organiser des activités pédagogiques complémentaires, donc à raison d'1 heure par semaine. Ces activités pédagogiques étant destinées à des enfants à travailler en petits groupes avec les enseignants pour compléter le temps scolaire et pouvoir ainsi avoir soit les enfants les plus en difficulté, soit pour compléter sur des activités de découverte ou des activités pédagogiques que les enseignants pourront décider pour des groupes d'enfants. Enfin, les temps d'activité périscolaire, qu'on commence déjà à appeler les TAP, en dégageant 3 heures ou 3h30 sur le mercredi matin, eh bien, le même temps horaire est dégagé le reste de la semaine. Il est donc proposé aux collectivités d'établir un large éventail d'activités sur ces 3 heures dégagées dans la semaine, donc les autres jours de la semaine, pour un certain nombre de propositions d'activités sportives, artistiques, culturelles, numériques, d'éducation à la citoyenneté, etc. Donc pour ce faire, les communes peuvent faire appel à une grande diversité d'intervenants en complément des ressources municipales, donc les associations partenaires de l'école, les mouvements d'éducation populaire, les associations sportives, culturelles, notamment, et on a voté tout à l'heure les subventions aux Arvèges, notamment pour nous, les associations qui participent déjà aux activités Arvèges et qui donc ont une expérience déjà remarquable sur ces activités périscolaires.
Il est précisé ensuite l'utilisation des locaux scolaires ou des locaux proches des écoles, puisque, bien entendu, ces activités auront lieu dans la continuité directe du temps scolaire, donc il n'est pas question d'avoir 10, 15 minutes ou 30 minutes de déplacement entre les locaux. Les enfants devront avoir une continuité géographique. Ensuite, pour l'organisation de ces temps d'activité périscolaire, deux types d'organisation sont possibles. La première, c'est l'organisation en accueil de loisirs sans hébergement, donc au même titre que les activités périscolaires qui existent aujourd'hui, ce qui suppose un taux d'encadrement relativement strict. Les taux d'encadrement actuels, c'est précisé ensuite, donc j'y reviendrai plus tard. Voilà. Donc ce qui suppose un taux d'encadrement relativement précis, mais on peut également opter pour d'autres types d'organisation plus souples et avec des intervenants plus diversifiés. Donc pour mettre en place ces activités, il nous est proposé de mettre en œuvre un projet éducatif territorial, donc afin que ces temps d'activité soient en cohérence avec les temps d'activité scolaire. Donc c'est un projet éducatif territorial qui doit être discuté avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, donc la ville bien entendu, l'éducation nationale, les associations ainsi que les parents d'élèves. Il n'est pas censé être obligatoire, il reste que il est fortement recommandé que ce projet éducatif territorial soit discuté et conclu entre les différents partenaires que j'ai nommés tout à l'heure, et notamment si on demande une dérogation au cadre national d'organisation du temps scolaire. Je reviens donc, puisque c'est écrit là, sur les taux d'encadrement. Donc si nous organisons en centre de loisirs sans hébergement, les taux d'encadrement qui sont aujourd'hui de un encadrant pour 10 enfants de moins de 6 ans et un encadrant ou un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans, eh bien passeront à un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. Donc voilà un certain nombre de choses qui sont édictées. Alors le fonds d'amorçage, eh bien vous avez sans doute remarqué que l'État propose pour les collectivités qui mettront en œuvre à cette rentrée 2013, donc en septembre prochain, ce décret, 50 € par élève scolarisé dans les écoles publiques et privées sous contrat d'association et 40 € supplémentaires pour les communes éligibles à la DSU cible ou à la dotation de solidarité rurale. Et nous sommes donc éligibles à la DSU cible. Par contre, à la rentrée 2014, donc, seules les communes éligibles à la DSU cible et DSR percevront une dotation de 45 €. La proposition de la municipalité. Donc, la proposition qui suit et tout ce qui est dit ensuite a fait l'objet d'un grand nombre de discussions depuis 3 mois maintenant. Il n'y a pas eu une semaine sans qu'une réunion avec les différents partenaires ait lieu, donc avec l'éducation nationale bien entendu, avec les organisations syndicales de la ville, avec les personnels municipaux de la ville, avec les organisations syndicales d'enseignants, avec tous les conseils d'école. Vous êtes ici un certain nombre à être allés dans les conseils d'école et donc vous savez comment ça s'est passé et toutes les discussions qui ont eu lieu dans tous les conseils d'école. Nous avons rencontré individuellement un certain nombre de parents d'élèves, collectivement un certain nombre de parents d'élèves des écoles. Donc vraiment le calendrier de la discussion et de la négociation depuis 3 mois a été extrêmement chargé et il faut le rappeler, quoi. Donc, à l'issue de l'ensemble de ces discussions, 3 options sont apparues. Donc, la première option, c'est l'application du décret à la rentrée 2013, donc, qui permet donc, de s'inscrire dès maintenant avec les associations partenaires. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà une bonne expérience de ce travail périscolaire, hein, puisque nous avons 2 types d'activités périscolaires qui sont le marché des activités socio-éducatives
précédemment avec l'UFCV, désormais avec les FRACA. Et puis nous avons aussi la mise en place des ARVEJ. Donc nous avons une forte expérience dans ce domaine. Donc nous pouvions estimer être en mesure de faire face à la mise en œuvre en septembre 2013, avec un certain nombre de conditions à remplir. Les deux conditions à remplir pour la mise en œuvre en 2013 étant obtenir le nombre d'animateurs suffisant. Bien entendu, on ne peut pas savoir à la rentrée de septembre 2013 ces activités, les TAP comment dirais-je, n'étant pas obligatoires pour les parents, était difficile de savoir combien combien d'enfants pouvaient inscrire. Comment dirais-je, une enquête nationale a fait état de 80% d'enfants à peu près d'estimation qui pouvaient être inscrits. Donc on a travaillé sur cette estimation, ce qui pouvait nous demander de trouver 120 à 130 animateurs. À la date d'aujourd'hui, donc à cette fin mars, on a recensé déjà une centaine d'animateurs, comment dirais-je, déjà recensés, quoi. Donc c'est la première hypothèse, donc comment dirais-je, démarrage en septembre 2013, avec une autre contrainte à résoudre qui était la recherche de locaux ou d'espaces nécessaires pour comment dirais-je, organiser ces TAP, puisqu'il paraissait difficile d'organiser l'activité périscolaire dans les classes, bien entendu, puisque les classes sont organisées pour fonctionner avec l'enseignant. Les tables sont organisées, etc. Il est difficile de dire à un enseignant à 15h30, c'est à nous, on prend la place. Donc il nous fallait trouver un certain nombre de locaux dans les écoles. Toutes les écoles ne sont pas loties de la même manière. Certaines écoles ont des locaux disponibles ou un environnement disponible. Des écoles ont des gymnases, des terrains de foot, voire une piscine ou des salles d'accueil à proximité immédiate. D'autres, ce n'est pas le cas. Donc on avait cette recherche de locaux à faire qui est démarrée et qui fonctionne bien. Deuxième hypothèse, donc demander le report en 2014 afin de se donner le temps de peaufiner cette mise en place et notamment de travailler encore plus avec les partenaires de la ville, donc les équipes enseignantes bien entendu, les parents et aussi toutes les associations partenaires qui sont sollicitées afin de régler au mieux leur participation. Enfin, une troisième hypothèse est apparue qui est de mettre en place de façon progressive, donc à partir sur le principe d'une dérogation pour 2014, mais avec une expérimentation d'un certain nombre d'écoles dès cette année 2013, donc un certain nombre d'écoles pilotes, avec où la mise en place de ce projet aurait permis donc de vérifier nos capacités, de vérifier la participation des associations, de vérifier la participation des enseignants, notre capacité à mettre en œuvre les projets éducatifs territoriaux, et donc pouvoir le faire d'une façon globale pour l'ensemble des villes, de manière tout à fait performante à la rentrée 2014. Donc, à la suite des différents échanges que nous avons pu avoir, c'est cette dernière hypothèse que nous vous proposons aujourd'hui, tout en sachant, et vous n'ignorez pas, vous lisez les journaux comme moi, que globalement les organisations syndicales d'enseignants et donc les enseignants se prononcent pour une mise en place totale à la rentrée 2014. Donc nous allons donc solliciter des écoles pour expérimenter à la rentrée 2013. Nous allons solliciter des écoles volontaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un passage en force parce que nous avons besoin d'une réelle concertation et d'un réel travail partenarial avec les associations, les parents d'élèves et les enseignants, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial. Nous vous proposons donc d'appliquer cette réforme à la rentrée 2014, de solliciter les écoles qui le souhaitent pour une mise en place 2013 si nous avons donc des groupes scolaires volontaires, et si c'est le cas, de solliciter le préfet et le directeur académique pour la subvention de 90 € par élève au prorata donc des écoles qui pourront être volontaires à cette rentrée 2013. Voilà.
Oui, c'est un sujet un petit peu délicat que personnellement je connais bien pour être responsable syndical du monde de l'enseignement, et notamment de la Basse-Normandie, et même au niveau national pour ce qui concerne l'enseignement privé. Ça ne nous revient pas à nous de décider si c'est bien ou pas, mais le problème qui nous revient, c'est de le mettre en place. Je voulais simplement dire un certain nombre de choses là-dessus. L'ensemble des chronobiologistes s'accordent à dire qu'il est meilleur, c'est vrai, de répartir le travail des enfants sur 4 jours et demi au lieu de 4 jours, à partir du moment où cette demi-journée supplémentaire serait le samedi matin. À partir du moment où elle est amenée le mercredi matin, il y a un taux de fatigabilité des enfants qui devient quasiment insupportable et qui fait que l'enfant sera beaucoup plus fatigué, même si ces journées seront plus courtes le soir. Ça ramène le taux de pourcentage des chronobiologistes à 50-50 et non pas un taux très important de chronobiologistes qui disent que cette réforme est bonne. Donc il y en a 50% au moins qui pensent qu'elle est mauvaise à partir du moment où on fait travailler les enfants le mercredi matin. Deuxième chose qui est importante de dire, c'est que les enseignants ont été consultés, mais de façon très sommaire, et que particulièrement au niveau national, mon syndicat a été consulté, mais toutes les orientations, indications, propositions qu'il a pu faire ont été totalement rejetées par le ministère. Donc c'est une concertation, mais relativement limitée. Troisième chose que je voulais dire, c'est qu'on a investi, les communes ont investi des sommes folles pour créer des équipements spécifiques pour que les enfants puissent faire des activités pérééducatives dans des conditions exceptionnelles, enfin en tout cas au moins très bonnes, c'est-à-dire les conservatoires, les stades, enfin un certain nombre de choses. Et on va se retrouver à leur faire un certain nombre d'activités, même si on fait des recherches au niveau municipal, dans des conditions plus que sommaires, dans des salles de classe inadaptées. Et parce que toutes les écoles, on vient de le dire, n'ont pas forcément l'environnement favorable pour proposer un certain nombre d'activités complémentaires. Et puis la dernière chose, c'est que 50 € de fournis aux communes ne suffiront pas à couvrir l'ensemble des frais, et qu'en période de crise et de difficultés particulières, non seulement ça va rajouter un surcoût sur le dos des collectivités locales, donc sur le dos quelque part des contribuables à un moment donné, puisqu'on ne pourra pas tirer sur toutes les cordes en même temps, un surcoût pour les enseignants qui devront se déplacer une demi-journée de plus, et dans l'enseignement catholique notamment, mais c'est vrai aussi chez nos collègues du public. On connaît des gens qui travaillent sur Cherbourg et sur Avranches, et qui peut-être pour une demi-journée, on leur demandera d'aller une fois de plus à Avranches ou une fois de plus à Saint-Lô, parce que les ports se trouvent morcelés. Et puis un surcoût pour les familles, parce que quand les enfants finiront plus tôt, il y aura une difficulté, enfin il y aura en tout cas une réorganisation pour les familles dans la garde des enfants. Et notamment une difficulté complémentaire pour les familles qui se trouvent en situation de divorce. Donc personnellement, je trouve que l'avis de la ville de Cherbourg d'essayer de tester est une bonne solution, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% d'avoir raison. Donc c'est plutôt bien, c'est pour ça que je voterai personnellement la délibération. Sur le fond, je reste très sceptique sur le bien que cela apportera à nos enfants. Et pour avoir travaillé dans des écoles depuis plus de 15 ans et voir encore des élèves de temps en temps, même si je suis plus maintenant responsable syndical qu'enseignant, je n'ai pas l'impression que nos élèves aujourd'hui soient particulièrement moins doués que ceux d'il y a quelques années. La difficulté, c'est qu'on diversifie bien trop les enseignements en école primaire, si bien qu'ils n'ont pas les acquis nécessaires, et qu'une fois qu'ils sont arrivés au collège, ils sont totalement noyés. Alors, dernière chose, le ministère aurait tout intérêt, avant de lancer des réformes de forme, à s'intéresser aux réformes de fond et à revoir de près le contenu des programmes, qui est totalement inadapté et qui ne correspond plus du tout à la réalité de notre société actuelle. Je n'ai pas entendu dire tout à l'heure, mais je pense que ça a été fait aussi. Est-ce que la ville est rentrée en contact, mais je pense que ça a été fait, avec les paroisses cherbourgeoises au niveau du catéchisme, parce qu'il y a quand même un souci aussi d'enseignement religieux, et avec l'ensemble des autres religions qui utilisaient ce créneau du mercredi matin, qui permettait d'assurer un enseignement religieux pour ceux qui le souhaitent. Monsieur Lagarde, on oui. répondra globalement. Alors je sais bien que
Monsieur le maire avait parlé du fond en disant que tout le monde était d'accord. Je pense quand même qu'il ne faut quand même pas l'évacuer. Et je voudrais m'exprimer, moi, peut-être sur le bien fondé de la réforme, globalement, sur les rapports avec l'État, notre rôle de municipalité par rapport au gouvernement actuel, et enfin sur la concertation qui a été faite sur l'agglomération. La semaine de 4 jours, elle a été appliquée à Cherbourg dans les années 95-96. À l'époque des discussions, j'étais maire adjoint aux affaires scolaires et les gens étaient assez timides sur le bien fondé de la nécessité de mettre les 4 jours en route. Les spécialistes, mais ça a été rappelé, de l'enseignement et des rythmes biologiques étaient très partagés, c'était 50-50. 50 disaient c'est bien, 50 disaient c'était pas bien. L'inspecteur de l'éducation nationale de l'époque, c'était M. Ouzoulias, n'était franchement pas favorable, estimant que c'était plus le confort des parents, voire des enseignants, qui primait sur l'intérêt de l'enfant. Je n'ai pas compétence pour savoir ce qui était le mieux, mais force donc est de constater que cette réforme pour les 4 jours et demi fait aujourd'hui quasiment l'unanimité et que les enseignements des 15 dernières années ont été tirés. La réforme proposée par le gouvernement socialiste va dans le bon sens. Elle accorde une priorité à l'enseignement primaire et touche à la cristallisation des inégalités dès le plus jeune âge. En mettant l'accent sur les savoirs fondamentaux, tout en gardant le cap sur l'insertion professionnelle, c'est la traduction concrète d'un mot d'ordre « apprendre pour entreprendre » qu'avait d'ailleurs lancé Jean-Pierre Chevènement. Mais au-delà, cette loi peut être une pièce maîtresse du redressement économique à côté du pacte de compétitivité et du dialogue social. Pour ma part, je souhaite que l'on participe au pacte de confiance entre l'État et les collectivités pour accompagner les politiques publiques. Je sais que le travail du gouvernement, auquel participe d'ailleurs notre collègue ministre du Budget, est difficile. On lui reproche certaines lenteurs, mais je crois qu'il entraîne le pays vers des réformes parfois impopulaires, mais équitables. Et comme on dit, qui va piano, va sano et lontano. Alors, quand ce gouvernement... Non, il est encore meilleur que moi. Qui va piano, asano et lontano, il y en a même qui disent, et n'arrive jamais, mais bon, je ne le dirai pas. Alors, quand ce gouvernement prend rapidement des décisions rapides, en dégageant des postes d'enseignants à la rentrée, et qui nous le demande, avec cette réforme, d'être réactifs quant à l'application de cette semaine des rythmes scolaires, il serait, me semble-t-il, de bonne aloi, de bon ton, de mettre dès la rentrée cette réforme en route, même si le traitement des écoles publiques et privées n'est pas la même. Je pense que ce serait, de mon point de vue, une faute politique que de repousser ça à 2014. De même qu'il serait une faute économique que d'appliquer une demi-mesure qui coûterait plein pot, alors que le fonds d'amorçage que l'on peut estimer pour Cherbourg, qui serait de l'ordre de 350 000 €, grosso modo, permettrait, j'en suis convaincu, de gommer les difficultés que nous sommes susceptibles de rencontrer. Mais je vois que le travail a été fait en concertation. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des différences que des gens tiraillent, on veut pas, etc., qu'il faut toujours reculer. Je crois qu'il faut faire preuve de volontarisme en la matière et qu'on a encore le temps de pouvoir mettre les choses bien en œuvre pour la rentrée qui arrive. Je crois que, d'ailleurs, en ce qui concerne les fonds d'amorçage, ça aurait été utile que les élus, les maires, se réunissent et, avec leur association, demandent que l'allocation de ce fonds, qui va durer que 2 ans, soit prolongée 3 ou 4 ans.
D'autant que, et on le sait bien, les ressources de fonctionnement vont diminuer de l'ordre de 1% dans les 2 ans qui viennent. Pour l'année prochaine et pour l'année d'après, l'ordre entre moins 0,6 et moins 1%. Des ressources de fonctionnement. Du fait donc de la baisse des dotations que l'État nous propose. Donc quand il donne de l'argent pour faire des choses rapidement et bien, je trouve bizarre qu'on ne s'en saisisse pas. Quant aux résultats de la concertation, que j'ai découvert dans la presse locale de samedi, je dirais que ça m'a contrarié. C'est un doux euphémisme. Réunis autour du maire de la Glacerie, si j'en crois la photo, j'ai appris que 2 villes de droite appliqueront dès la rentrée 2013 la réforme Peillon et que 3 villes de gauche tergiversent. Je trouve que c'est paradoxal. J'ai une impression, comme disait un écrivain, de chaos d'idées claires. Tout semble clair, mais c'est un peu de chaos, c'est ce que je ressens. Il me semblait pourtant avoir compris lors d'un bureau de communauté urbaine que, mais j'ai du mal à me connecter, que les maires souhaitaient que cette politique des 4 jours et demi soit appliquée partout en même temps. Et comme disait l'autre, c'était avant. Et j'ai du mal à voir la cohérence d'ailleurs de la position d'élus qui sont d'une certaine façon de reporter à Cherbourg, alors qu'on demande au niveau du département de le faire rapidement, sinon ce serait qu'on ne veut pas appliquer la loi Peillon. Il y a quand même quelques contradictions. Quant à la méthode, on a eu des bureaux municipaux. On nous a expliqué qu'il bon, on va attendre, il y a une concertation, je comprends bien, c'est pas simple, c'est pas facile. C'est pas facile. Je m'aperçois que dans le document que nous avons reçu en première instance, on semblait aller vers l'application à la rentrée. Le jour de la commission des finances, on nous a remis une délibération qui faisait état de 3 propositions. Quand j'ai demandé à ce qu'on en discute, on m'a dit non, non, on prend acte de la délibération, on ne discute pas, on prend acte. Et aujourd'hui, on nous remet une 3e délibération disant que l'administration municipale a choisi et nous propose ce que nous propose. Donc moi je trouve que c'est... Voilà, je n'ai pas du tout apprécié la méthode, même si je suis d'accord sur le fond qu'il faut mettre la semaine de 4 jours et demi, mais je le dis, à mon avis, très rapidement, à la rentrée, il y a encore le temps de faire les concertations, il y a encore le temps de donner les moyens de mettre en œuvre cette stratégie. Ceci, bien entendu, mais je crois qu'on est d'accord sur le fait que ce soit gratuit pour les familles. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le maire, par rapport à cette délibération. Ok. Je ne répondrai pas sur le fond de la réforme. On peut faire un débat sur le fond. Moi, personnellement, je suis convaincu que cette réforme des rythmes scolaires va dans le bon sens. Elle va dans le sens de l'épanouissement de l'enfant. Alors, le débat sur les chronobiologistes ou pas, c'est un débat qui pourrait être un débat sans fin. Toujours est-il que la décision a été prise de mettre en place cette réforme. La question qui nous occupe aujourd'hui, c'est savoir si on la met en place dès 2013 ou si on la reporte en 2014. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette réforme, et là où je pense que c'est une réforme qui est enthousiasmante pour les collectivités locales, c'est que ça reconnaît notre rôle comme membre de la communauté éducative. Et nous sommes, nous, intégrés en tant que collectivité locale pour participer à l'élaboration de ce projet éducatif territorial. C'est un projet éducatif territorial qui reconnaît aux collectivités leur rôle dans la mission large éducative au service des enfants. Et à partir de ce moment-là, on a deux questions. Soit on essaye de dire, avec les moyens qui sont les nôtres, dans les délais qui sont restreints, on essaye de faire quelque chose, je ne veux pas être péjoratif, mais quelque chose qui n'a pas le temps d'être suffisamment satisfaisant. On a peut-être une capacité d'occuper les créneaux horaires. Et est-ce qu'on doit se contenter d'occuper les créneaux horaires ou est-ce qu'on doit véritablement jouer à plein notre rôle d'acteur de la communauté éducative et de travailler en concertation sur un projet éducatif de qualité ?
Et on a compris que même s'il y a eu énormément de concertation ces dernières semaines, ces derniers jours, eh bien que la concertation, elle ne nous permet pas d'aboutir pour prendre une décision ferme et définitive aujourd'hui. Et nous sommes véritablement au bout du processus où nous devons, de par la loi, nous prononcer. Donc ce que nous proposons, c'est une mesure conservatoire, de dire oui, nous demandons le report de la réforme en 2014. Toutefois, nous allons continuer la concertation. Nous allons continuer la concertation avec les directeurs d'école. Et à ce titre, nous souhaitons, nous, oui, expérimenter. Mais on ne pourra pas, malheureusement, expérimenter tout seul. Donc on a encore quelques jours, quelques semaines pour convaincre. Pour essayer de convaincre les uns et les autres de dire oui, il faut qu'on mette en place, il faut qu'on teste cette réforme parce qu'il faut qu'on soit en capacité d'élaborer pour 2014 un projet qui satisfasse tout le monde, mais un projet qui soit un projet de qualité. En ce qui concerne donc cette décision médiane de l'expérimentation, moi je n'y vois pas de clivage politique en quelque sorte. La réforme, elle s'appliquera, quoi qu'on en dise, en 2014. Elle s'appliquera à tout le monde. Alors il y a des communes qui disent, puisque nous sommes, nous, des petites communes, nous sommes d'accord sur l'expérimentation, mais à partir du moment où on a 2 groupes scolaires, on a 4 écoles, l'expérimentation, elle ne veut rien dire. On est dans le tout ou rien. Ce n'est pas de ma faute si ces 2 communes sont à la fois Querqueville et la Glacerie, qui disent, nous, on va expérimenter, fin de compte, sur la totalité de notre territoire, et les enseignements qu'ils en tireront sur leur territoire, d'ailleurs, sera bénéfique sur l'ensemble de l'agglomération. Alors, je comprends que c'est un sujet qui est un sujet complexe. Ce n'est pas un sujet qui est clivant. On est là pour essayer de faire le maximum au service du développement de nos enfants et pour faire face à un problème de société qui est le problème de l'échec scolaire. Alors, on peut revenir sur les raisons, mais on sait qu'il y a une volonté politique très très forte de refondation de l'école, de mettre l'accent sur la priorité éducative, sur la réussite éducative, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Nous, on assume déjà nos missions, on assume déjà notre rôle. Notre rôle est conforté et nous sommes prêts, nous, à aller beaucoup plus loin. Alors, je réponds aussi sur un point particulier en ce qui concerne l'enseignement privé. L'enseignement privé est libre de l'organisation de la semaine. Donc, il n'est en principe pas concerné par la réforme en elle-même, et c'est à lui de prendre les décisions qu'il juge les meilleures pour son organisation. Donc voilà un peu les éléments que nous vous proposons. Donc c'est celui du report, c'est celui de la tentative d'expérimentation, en sachant qu'on va concerter encore dans les semaines qui viennent. Mais vous savez, les bonnes réformes ne sont pas celles qu'on impose. On peut faire du volontarisme politique. On peut décréter des choses. Ce qu'il faut rester très humble et très pragmatique et savoir que ce qui importe, c'est d'arriver au bout du chemin. Et on arrivera, nous, au bout du chemin, on est sûr d'arriver au bout du chemin avec un projet qui soit un projet éducatif territorial de qualité, avec des méthodes de concertation qui permettent d'impliquer tous les autres acteurs de la communauté éducative. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire des réformes tout seul. On ne peut pas faire des réformes contre l'avis de tout le monde. Et à ce titre, donc, eh bien, moi, j'ai confiance sur la sagesse, sur la sérénité de l'ensemble des membres de la communauté éducative pour travailler ensemble autour de la table sur un projet qui soit de qualité, sur un projet qui soit consensuel et qui nous permette de mobiliser les moyens. Alors, dernier point par rapport aux incidences budgétaires, le fonds d'amorçage, si nous n'en bénéficions pas de sa totalité en 2013, quoi qu'on en dise, le fonds d'amorçage ne permet pas de couvrir l'ensemble des coûts qui sont inhérents à la mise en œuvre de cette réforme. Moi, ça ne me choque pas d'ailleurs, ça ne me choque pas. Je me dis, on est dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, il faut faire preuve de discipline budgétaire, il faut faire preuve de rigueur budgétaire, et il faut que nous redéfinissions nos priorités. Et d'une certaine façon, l'État nous interroge en nous disant, regardez, vous avez, vous, en tant que collectivité membre de la communauté éducative, une priorité importante au service de la jeunesse, au service des enfants. Et moi, ça ne me choque pas que, d'une façon indirecte, nous réorientons des moyens au service de cette mission, qui est une mission enthousiasmante, c'est une mission que je dirais qui est la compétence première des collectivités locales. Voilà.
Monsieur Huette. Petite précision, c'était simplement pour dire que mon intervention était totalement apolitique. J'essayais simplement de donner le point de vue de quelqu'un qui est enseignant. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, depuis 15 ans. Et simplement pour dire l'écho national du manque de concertation qu'il y a eu déjà au niveau national, au point de départ. Et que notre syndicat, mais les autres aussi, tous ceux qu'on peut rencontrer, ne se sont pas sentis écoutés dans cette mise en place de réformes. Deuxième petite précision, je ne demandais pas si les écoles privées avaient été concertées, puisque je sais bien qu'elles organisent leur temps scolaire comme elles l'entendent. C'était simplement un souci, on va dire, laïque, de savoir si les différentes religions présentes sur notre territoire ont été concertées pour savoir s'il leur reste un créneau, un espace-temps pour assurer l'enseignement, quel jugement d'enseigner aux enfants qui fréquentent leur lieu de culte. Et dernière chose, si cette réforme est bonne, eh ben, on le verra dans le temps. Je le souhaite, mais en tout état de cause, c'est, comme disait M. Lagarde, c'est pas parce qu'il y a un désengagement du gouvernement financier, j'entends, puisqu'il y aura des dotations supplémentaires en moins, qu'il faut reculer. Si elle est bonne, il faut y aller. Si elle n'est pas bonne, il ne faut pas y aller. La décision de la ville de Cherbourg a été une décision médiane. Je crois qu'elle est sage. Monsieur Catherine. Oui, non, moi je pense que la réforme, effectivement, je pense qu'elle est nécessaire. Elle est bonne. Par contre, moi, mon souci, c'est comment on va la faire appliquer sur le territoire de Cherbourg-Octeville, sachant que les conseils d'école se sont prononcés quasiment, je dirais, à l'unanimité contre l'application. Alors moi, c'est comment on va trouver des directeurs et des directrices d'école qui vont trouver des gens volontaires pour mettre en application cette réforme. C'est ça, à mon avis, qui me bloque un peu. Je pense que monsieur le maire va y mettre tout son courage pour essayer de convaincre, hein, mais je pense que ça passera aussi par le fait de reconsulter, je pense, les conseils d'école. Je pense au niveau démocratique, je vois pas comment on va obliger des directeurs et des directrices à mettre en place cette réforme à partir du moment où leur conseil d'école a voté contre. Donc c'est là que je trouve que ça bloque, parce qu'autrement, effectivement, la réforme mérite d'exister et je pense qu'il faut travailler là-dessus. D'accord. Okay. Non, mais je réponds oui. Enfin, je veux dire, on va avoir un travail de concertation avec les directeurs d'école. On va voir s'il y a des écoles qui éventuellement seraient, compte tenu de l'évolution de la discussion, seraient prêtes, et ça supposera la réunion d'un conseil d'école extraordinaire. Hein, pour se prononcer in fine. On ne va pas imposer, je le dis, une réforme contre l'avis des conseils d'école. À mon avis, ce n'est pas la démarche que je propose. Si on propose pas si on n'impose pas une démarche qui est a priori apparemment refusée, soit par les enseignants, soit par les parents d'élèves, etc. L'année prochaine, à moins d'un miracle, je ne vois pas comment les positions des enseignants, à moins de se dédire, vont évoluer, parce que eux, c'est plutôt sur le fond que sur la forme et sur l'organisation. C'est bien pour ça que autant la mettre en application dès aujourd'hui, quand on fait preuve d'un enthousiasme, il ne faut pas que ce soit un enthousiasme atone, il ne faut pas que ce soit un enthousiasme mou, il faut que ce soit un enthousiasme véritable, et qu'on y aille dès cette année, qu'on fasse la concertation, qu'on se donne les moyens, qu'on fasse l'expérience, et c'est sur l'ensemble des écoles, quand ça sera appliqué, qu'on aura le retour d'expérience en disant 2014, il faut modifier ceci, cela, on n'a pas les moyens, mais on aura déjà eu d'ailleurs des fonds plus importants cette année que l'année prochaine. Voilà. On a dû commettre une petite erreur de communication tout à l'heure. Les conseils d'école ne sont pas contre la réforme. Les motions qui nous sont proposées en majorité, elles sont pour le report de sa mise en œuvre en 2014. C'est-à-dire que les conseils d'école demandent à être associés à la fois au projet éducatif territorial, à avoir un certain nombre de précisions qui sont des précisions très, très concrètes et très pratiques. Mais je n'ai pas senti, moi, dans les conseils d'école, une hostilité globale par
rapport à la réforme, c'est sur sa mise en œuvre dès 2013, où on a senti que les conseils d'école nous alertaient très fortement sur le fait que les choses n'étaient pas en place. Bon. On va pas dire que on a dit Valérie Lejuez. On va continuer. Alors faisons-le. Moi, j'avoue m'interroger sur le positionnement de cette demi-journée dans la semaine, à savoir l'emplacement du mercredi matin. Effectivement, me semble plus accumuler une fatigue au niveau de l'enfant qu'un éventuel positionnement le samedi matin. Bon, je vous propose maintenant de mettre aux voix donc, la proposition donc, de la délibération, sachant bien évidemment qu'il y a une liberté de vote la plus totale, hein, je vous rassure les uns et les autres, chacun exprime ses convictions et vote en fonction de ses convictions, qui sont ses convictions personnelles, et c'est tout à fait normal, et c'est comme ça que doit fonctionner un conseil municipal. Par rapport à cette réforme, donc, enfin, à ce qui est proposé, hein, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc 3 abstentions, 1 vote contre. Je vous en remercie.